en Haute-Saône, dans le village de Grès-la-Ville. Le 5 novembre 2017, une marche blanche de plus de 8000 personnes se déroule en mémoire d'Alexia Daval, tuée 7 jours plus tôt. Jonathan Daval, le mari d'Alexia, est en première ligne, épaulé par ses beaux-parents. Il prononce alors un discours bouleversant. La force de notre couple nous faisait nous dépasser dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement. Quelques semaines plus tard, le jeune homme avouera avoir tué Alexia, provoquant la stupeur et l'effroi. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, 2 explications, 2 thèses s'affrontent. Pour la mère et les avocats de Jonathan, ce discours d'époux dévasté n'est pas un rôle de composition. Ils affirment qu'il aimait sincèrement Alexia, une femme qu'il juge dominatrice et qu'il l'a tuée par accident suite à une dispute. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment Jonathan Daval soit appréhendé dans sa plus grande authenticité et que ce couple soit approché de la façon la plus juste sur ce qu'il était réellement. Oui, une femme peut être castratrice. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Non, visiblement. Ben moi, je pense que oui. Jonathan Daval, c'est tout sauf un monstre. C'est tout sauf un monstre. Il aime toujours Alexia. Sa vie, c'était Alexia, donc sa vie est finie. La famille d'Alexia, elle, est persuadée que Jonathan est un manipulateur qui a prémédité le meurtre d'Alexia. C'est Alexia qui a subi 15 coups de poing dans la figure. Il aurait déjà dû arrêter là, si... Mais non, il a continué. Il l'a étranglée. Et il a duré plus de 4 minutes avec ses mains autour de son cou. Donc ce n'est pas un accident, c'était prémédité. Il voulait la tuer. Grâce à des témoignages inédits, nous allons tenter de lever les zones d'ombre qui planent encore sur la mort d'Alexia et sur cet homme aux 2 visages. Voilà maintenant presque 3 ans que le corps d'Alexia a été retrouvé, à 6 km seulement de la maison de ses parents, où la jeune femme a grandi. Ça fait 3 ans qu'Alexia est partie et Alexia nous manque toujours autant. Le manque se fait sentir même plus intensément tous les jours. Elle me manque. J'ai envie de lui parler, j'ai envie de la toucher, j'ai envie de lui raconter plein de choses. Elle me manque, elle faisait partie intégrante de nous. Et puis voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Son chat, c'était tout ce qu'elle adorait, quoi. Je voudrais bien savoir si Alexia lui manque aussi. Je pense qu'elle doit lui manquer, hein. Je pense. Mais voilà, il lui manque que la parole à Happy. On voudrait bien qu'elle ait la parole. Oui, je suis là. Ah oui, je suis là, ma chérie. Au moment du mariage du couple, les parents d'Alexia sont convaincus que leur fille fait le bon choix. C'était en 2015. 2015, oui. En juillet 2015. On croirait qu'ils sont heureux. Mais ils y sont en ce moment-là. Oui. Oui. C'est des journées qu'on ne peut pas oublier. Hein. On a fait tout ça pour qu'ils soient heureux. Nous, on voulait que leur bonheur à tous les 2. Nous, on croyait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et qu'ils allaient faire leur vie ensemble. Tout ça nous a été arraché, tout ça. Quand je dis qu'il nous a tout pris, il nous a tout pris. Tout ce qu'on lui a donné. On est obligé de se remémorer la journée, là. Tout le bonheur qui habitait tout le monde. Le bonheur qui est disparu.
Il a disparu et puis il nous laisse... Il ne laisse que de la tristesse. Ouais. Le temps s'est arrêté, c'est de plus en plus dur. J'arrive plus à pardonner, j'arrive plus à... Quand on lit le rapport d'autopsie et qu'on sait ce qu'elle a subi, je peux vous dire que on ferait même pas ça à un animal. C'est Alexia qui a subi les violences de son mari. C'est Alexia qui a subi 15 coups de poing dans la figure. Elle devait déjà être plus consciente quand elle a eu les coups de poing. Il aurait déjà dû arrêter là, si... Mais non, il a continué. Il l'a étranglée, il a mis ses mains. Et il a duré plus de 4 minutes avec ses mains autour de son cou. Donc ce n'est pas un accident, c'était prémédité. Il voulait la tuer. Pour Isabelle et Jean-Pierre, le meurtre de leur fille a été planifié par Jonathan. Une accusation que réfutent les avocats de l'accusé. Ce matin-là, ils se rendent à la maison d'arrêt de Dijon, où est incarcéré Jonathan Daval. C'est bon, t'as les permis? Ils lui rendent visite une dernière fois avant le procès. Leur stratégie, montrer que Jonathan n'est pas un calculateur. Concernant la version qu'il va devoir donner au procès, vous allez le préparer à ça? Non, absolument pas. On n'a jamais préparé Jonathan à aucune version. Il est totalement libre de ce qu'il va déclarer. On travaille avec lui. On ne lui écrit pas ce qu'il doit dire. Nous, ce qu'on recherche chez lui, absolument, c'est sa spontanéité et c'est son authenticité. C'est la seule chose qui nous intéresse dans ce procès-là, parce que pour nous, c'est la seule façon qu'il soit bien jugé. Voilà. Qu'est-ce qui risque Jonathan Daval? La peine encourue, c'est perpétuité. La peine encourue, c'est perpétuité. Quand vous êtes dans une affaire d'homicide volontaire sur conjoint, la peine encourue, c'est perpétuité. Je ne l'ai jamais senti dans la recherche de la peine qui allait être prononcée. Parce qu'il est aussi pétri depuis très longtemps de culpabilité et que pour lui, tout ça est accessoire. Voilà. Que la vérité soit enfin dite, que tout soit enfin dit, qu'il soit jugé pour ce qui s'est réellement passé, la peine qu'il aura sera la peine qu'il aura, il l'acceptera. Quelques jours avant le procès, Maître Schwerdorfer tient à retourner dans ce bois tout près de Gré-la-Ville, là où le corps d'Alexia a été découvert. Les jurés, forcément, vont se poser des questions sur ce qui s'est passé après le décès d'Alexia. Les avocats veulent que toute l'équipe chargée de la défense s'imprègne de ces lieux pour préparer au mieux le procès. Jonathan Daval va garer son véhicule sur cette zone-là. Alors on voit très bien d'ailleurs les traces de pneus que ça peut laisser. Il va traîner le corps, le descendre par là. Et on voit en fait que la pente, le déplacement du corps, même si c'est compliqué, est vraiment faisable par une personne. Alors c'est exactement dans ce bois et à peu près 6 mètres d'où nous sommes que le corps d'Alexia a été déposé. Après avoir tué Alexia, Jonathan aurait mis le feu au corps de la jeune femme. Un acte qu'il a nié pendant 17 mois d'après les enquêteurs. Pendant très longtemps, Jonathan n'a pas pu affronter la crémation du corps de son épouse. Il ne pouvait pas, il n'y arrivait pas, parce que c'était pas possible de le dire, parce que c'était trop difficile à supporter. Et je pense que ça l'affectait beaucoup de le dire. Je crois que c'était quasiment impossible. Et ce jour-là, je crois que ça a été un effort terrible de dire oui, c'est moi. Et ça, c'était très très compliqué. Pourquoi Jonathan Daval n'a-t-il pas tout avoué du premier coup? Dissimulerait-il un autre élément qui indiquerait une éventuelle préméditation?
Donc là, on arrive au niveau de la maison. Et donc... Devant le pavillon où Alexia et Jonathan ont vécu apparemment heureux pendant 1 an, les avocats imaginent une dispute qui tourne mal. Venir sur les lieux, ça permet vraiment de visualiser ce qu'on voit effectivement dans le dossier et de comprendre un petit peu mieux comment se sont déroulés les faits en fait. D'après l'enquête, c'est dans cette maison que la jeune femme a été tuée. Il va pour partir, il a les clés, il dit, les clés du véhicule dans ses mains. Alexia le retient et puis la situation monte petit à petit, crescendo. Il y a eu des coups qui ont été portés à Alexia par Jonathan. Et puis on en arrive à ce moment où, comme il le dit, je voulais juste qu'elle se taise. C'est la panique totale pour Jonathan. Je suis même pas certaine qu'avant d'en arriver à cet acte-là, ça a pu lui traverser l'esprit. Parce qu'il aimait Alexia. Il aimait profondément cette femme. Et c'est pas toujours facile à un moment de se dire les choses vont plus entre nous. On doit se séparer, c'est la meilleure solution qui s'offre à nous. Et il a choisi une issue qui a été la plus extrême et la moins envisageable. Et il en arrive à cet acte-là. Jonathan déclare en garde à vue que le soir du 27 octobre 2017, Alexia et lui rentrent chez eux après un dîner. Alexia insiste pour avoir une relation sexuelle avec son mari, qui refuse. S'en serait alors suivie une dispute. Selon les avocats de Jonathan, le meurtre d'Alexia ne serait donc pas prémédité. Jonathan Daval, c'est tout sauf un monstre. La médiatisation de ce dossier a fait que nécessairement, les personnes qui vont être amenées à juger Jonathan, je parle des jurés, vont avoir un a priori le concernant. Et si à la fin de ces 5 jours, on en arrive à occulter tout ce qu'il y a eu pendant ces 3 ans et à se concentrer sur les débats qui vont avoir lieu dans le cadre de ce procès d'assises, on pourra dire que c'est satisfaisant puisqu'on aura une peine qui sera le reflet de ce que cet homme a fait, rien de plus, rien de moins. On jugera Jonathan Daval, l'homme qui a enlevé la vie de sa femme. Cette version d'un Jonathan Daval bon garçon, dépassé par les événements et qui commet l'irréparable, une autre personne la défend. C'est Martine, la mère de Jonathan. Elle habite elle aussi à Gré-la-Ville, à moins d'1 kilomètre du pavillon du couple. Bonjour Jonathan, comment vas-tu mon chéri? Nous, tout va bien ici, ne t'inquiète pas, à bientôt de te voir au parloir, je t'aime très fort, plein de bisous maman. Malgré le crime et la prison, elle est restée très proche de son fils. Elle lui écrit presque quotidiennement. La nostalgie d'un passé heureux, avant le drame, ne la quitte pas. C'est des photos, souvenirs, des albums de Jonathan, des enfants. Ça m'émue un peu, j'ai un petit pincement au cœur. Jonathan est le 6e de ses 7 enfants. Il est incarcéré depuis 3 ans. C'est pas une vie pour lui, c'est pas une vie pour nous. Son avenir, il est fini. Il n'y a plus d'avenir. Il se refera pas une vie. De toute façon, il aime toujours Alexia. Sa vie, c'était Alexia, donc sa vie est finie. Lorsque nous lui demandons ce qu'elle pense des faits reprochés à Jonathan, elle nous livre une réponse déconcertante. Votre quotidien a changé depuis 3 ans? Oui. On vit plus au jour le jour, on ne programme plus rien, tout se fait au jour le jour. Et c'est pourquoi il est accusé aussi, ça doit être dur? Non, pour moi, c'est pas ça le plus dur, moi. Je sais qu'il a fait quelque chose de grave, qu'il sera puni pour ça. Non, ça va, moi. C'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est quand on peut pas se voir ou se parler. J'ai besoin de le voir. Et je sais qu'il a besoin de nous pour pouvoir tenir. Donc, pour moi, c'est ça le plus dur. Quand vous repensez à toute cette histoire, qu'est-ce que vous dites? C'est du gâchis, oui, ça, oui, c'est dommage. Je dis surtout, souvent, c'est dommage. C'est très dommage. Nous, on a eu énormément de mal quand
Elle est partie, Alexia. Et je vais au cimetière la voir, Alexia. J'emmène des fleurs. C'est dur des deux côtés? Pour la famille d'Alexia, oui, c'est dur. Ils ont perdu leur fille, eux, quand même. C'est sûr. Hein. Perdre un enfant, c'est terrible. L'histoire d'amour entre Alexia et Jonathan commence comme dans un conte de fées. Ils se rencontrent à l'adolescence. Il était au lycée à Dijon, donc il avait 18 ans. Puis Alexia, elle avait 16 ans. Ils sont partis avec des copains au ski. C'est pas venu là tout de suite, ils sont redescendus. Puis peut-être une semaine après, Alexia l'a invité. Et de là, c'est parti, ils sont sortis ensemble. Ils étaient ados, hein, donc c'était comme tous les autres enfants, c'était mignon. Hein. Puis elle était mignonne, Alexia. Elle a toujours été mignonne, Alexia. Mais là, elle était très gentille, elle était très bien, Alexia. Dès le début de leur relation, Martine remarque qu'Alexia et son fils ont des caractères bien différents. Jonathan, c'est un enfant calme, un peu renfermé, timide. Alexia a le caractère plus fort que Jonathan. Hein. Ça, là-dessus, Jonathan, de toute façon, il a jamais rien dit, même avec nous. Hein, il a toujours... il faisait ce que disait Alexia, mais ça lui plaisait. Hein, il s'entendait comme ça. Hein. Il avait peut-être besoin de ça, de quelqu'un qui a plus de force de caractère. Martine découvre peu à peu que la relation entre les deux époux est loin d'être aussi apaisée qu'il n'y paraît. On n'avait pas une bonne entente. Hein. Elle venait beaucoup par courtoisie, on va dire, nous voir. Le peu qu'elle venait, c'était tout, mais ça fait rien. C'est comme ça. Elle se souvient d'une journée précise où elle comprend que le couple traverse une crise, quand son fils reçoit un SMS d'Alexia. C'était pendant les vacances, j'avais mes petits-enfants, dont son filleul, là, Jonathan. J'étais assise là, lui il était là, puis il buvait un café, et puis d'un seul coup il fait comme ça. Puis il baisse la tête, tout triste, les larmes aux yeux. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a qui arrive? Il me dit, tiens, regarde ce que je viens de recevoir d'Alexia. Et elle lui répond, oui, t'as rien à faire chez tes parents, c'est une perte de temps, parce qu'il y avait mis qu'il était venu voir son filleul. C'est une perte de temps d'aller chez tes parents, tu ferais mieux d'aller aider à mon père à la maison. Depuis ce jour, d'après Martine, son fils vient lui rendre visite sans en informer son épouse. Oh, ça faisait plus d'1 an déjà qu'il venait tous les jours. Tous les jours, il venait. Elle ne voulait pas qu'il vienne ici. Il cachait même sa voiture. Il venait pour manger parce qu'il avait faim. Il venait nous voir très souvent en cachette. Jonathan Daval aurait-il vécu sous la coupe d'Alexia? L'homme était-il dominé par son épouse? Les proches de la jeune femme n'y croient pas du tout. Pour eux, les mensonges de Jonathan ont révélé la véritable personnalité de leur ancien gendre, en commençant par le fait qu'il clame son innocence pendant 3 mois avant d'avouer finalement qu'il a tué Alexia. J'étais anéantie. J'y croyais pas. J'arrivais pas à intégrer l'information dans ma tête. Je me demandais ce qui arrivait encore une fois, quoi. C'est le monde qui s'écroule une deuxième fois. On avait toute confiance en lui. Ensuite, 5 mois après ses aveux, nouveau rebondissement. Jonathan Daval nie maintenant avoir tué sa femme et met en cause les proches de son épouse, notamment Grégory Gay, le mari de la sœur d'Alexia. Il nous a donné à tous un rôle. Et surtout à moi, il a voulu faire de moi le meurtrier d'Alexia. Grégory se retrouve dans la peau du principal accusé. Il va dire au juge qu'on est dans une situation de complot familial où lui, il n'a plus rien fait. Il n'est que spectateur, Jonathan. Mais tout ça, c'est de la torture, vraiment perpétuelle, quoi. Et cette théorie du complot, elle perdure 6 mois. La famille d'Alexia doit affronter les rumeurs et les soupçons. Leurs avocats demandent alors une confrontation avec Jonathan.
Le 7 décembre 2018, le face-à-face entre la mère d'Alexia et Jonathan va faire basculer l'affaire. Je rentre dans le bureau du juge. En rentrant, je lui dis naturellement « Bonjour Jonathan ». Donc je le regarde bien dans les yeux et après je vais m'asseoir. Et j'avais amené une photo avec moi d'Alexia et de leur chat. Et je demande au juge si je peux me servir de cette photo et la montrer à Jonathan. La photo, quand il l'a eue, je lui donne la photo entre les mains, on sentait qu'avec la photo, il était ébranlé. Et après, il s'est jeté à mes genoux et il a reconnu que c'était lui le seul coupable et qu'il était impardonnable. Voilà. Je l'ai relevé, je l'ai pris dans mes bras. Je n'en pouvais plus, moi, de cette théorie du complot. J'en avais marre qu'on dise que c'était Grégory le coupable et que nous, on avait tous participé à ça. En plus des mensonges de Jonathan, la famille d'Alexia le soupçonne d'avoir eu un comportement trouble vis-à-vis de sa femme peu de temps avant sa mort. Moi, le sujet que j'avais vraiment abordé avec ma sœur, c'était ce désir d'enfant. Parce qu'Alexia s'investissait énormément là-dedans. Mais ce qui me gênait, c'est qu'elle s'y investissait seule. Le couple ne parvient pas à avoir d'enfant. Alexia suit alors un traitement hormonal et elle tombe finalement enceinte. Mais elle fait une fausse couche, quelques semaines seulement avant d'être tuée. Juste avant qu'il ne la tue, elle venait de recommencer le traitement. Donc pourquoi pas aussi, c'est peut-être un élément déclencheur, un mobile. Recommencer à tenter d'avoir un enfant, peut-être que c'était insupportable. Il voulait rester un enfant. Puisque c'était lui l'enfant, en fait, peut-être. Oui, ça allait lui prendre sa place. Mais les proches d'Alexia vont plus loin dans leurs accusations. Pour eux, l'acte fatal de Jonathan pourrait trouver en partie son origine dans le fait qu'il refusait l'idée de devenir père. J'utilise les rapports de toxicologie, les différentes expertises qui ont été menées, les différentes auditions. En faisant le mélange de toutes ces informations, on arrive à comprendre qu'il y a un bond assez flagrant de médicaments pendant qu'elle est enceinte. C'est-à-dire qu'elle a ingurgité des somnifères, des anxiolytiques pendant qu'elle était enceinte. Et je suis persuadé qu'elle a été soumise chimiquement. Grégory, le beau-frère d'Alexia, a étudié le dossier d'instruction et le rapport d'autopsie. Il n'est ni médecin ni psychologue, mais il s'est constitué une chronologie des événements et s'est forgé une conviction. Selon lui, Jonathan Daval aurait fait ingurgiter à plusieurs reprises et à son insu des médicaments à sa femme. Je ne peux pas croire qu'elle l'ait fait volontairement. Surtout que les doses augmentent. Et surtout que les doses augmentent quand elle est enceinte. Toutes ces informations permettent d'obtenir la réalité des faits. Et après, libre au jury d'en tirer son intime conviction. Et pour étayer sa thèse, Grégory s'appuie aussi sur un SMS qu'Alexia a envoyé à sa sœur. Un SMS qu'elle a conservé. De toute façon, je ne peux prendre aucun cachet. Peu avant qu'Alexia ne décède, sa famille remarque également qu'elle est sujette à des pertes de mémoire subites, totalement inhabituelles chez la jeune femme de 29 ans. Je l'avais appelée un soir et elle m'avait répondu d'une voix que je ne connaissais pas, comme si elle n'avait pas toute sa tête au téléphone, d'une voix vraiment comme quelqu'un qui a beaucoup bu, puis qui titube, et puis... Et je lui dis, mais vous avez bu, qu'est-ce que vous avez fait? Non, qu'elle me dit. Je lui dis, bon, je te laisse tranquille, je te rappellerai demain. Et je la rappelle le lendemain, elle s'en souvenait pas. Et à partir de là, moi, ma sœur m'appelle, et c'est la première fois qu'elle me confie que elle a ce qu'elle nomme elle-même des blackouts. Elle a des trous noirs dans sa mémoire.
La famille d'Alexia soutient que ces trous de mémoire auraient été provoqués par les médicaments retrouvés dans les analyses toxicologiques, des somnifères et des anxiolytiques. Pour les proches de la jeune femme, il s'agirait des preuves d'une préméditation. Au vu du dossier, il paraît assez clair que depuis longtemps, il pensait à se débarrasser d'elle. Mais voilà, ça serait un non-débat qu'on devra avoir au procès, puis ça, on ne fera pas l'économie, c'est clair. Tous ces sujets de médicaments, préméditation sont relativement peu abordés, voire pas du tout dans l'enquête. Et il va falloir qu'on fasse bien diffuser l'information au jury, au juge. Le juge d'instruction a estimé que le dosage des médicaments retrouvés dans le corps d'Alexia après son autopsie est trop faible pour être à l'origine de sa mort. Il n'a donc pas retenu la préméditation. Les clients, ne l'oublient pas, veulent poser un certain nombre de questions. Pourtant, cette hypothèse d'un crime qui ne serait pas accidentel, c'est celle que les avocats de la famille d'Alexia comptent défendre lors du procès aux assises de Vesoul. Vous avez le problème de la préméditation. On croit à la préméditation. On posera des questions. Il faudra qu'il s'explique sur un certain nombre de faits. Reste un certain nombre de points qui sont dans l'ombre. Mais la préméditation n'a pas été retenue par le magistrat instructeur. Cela n'empêche pas de poser des questions. Embarrassantes peut-être. Les avocats de Jonathan Daval n'ont pas souhaité répondre à nos questions devant notre caméra quant à cette éventuelle préméditation. Ils se rangent au point de vue des enquêteurs. Les preuves de l'emprise médicamenteuse ne seraient pas assez solides. C'est évident que ce point-là sera abordé aux assises. Ils ont décidé de préparer la défense de leur client en éclairant différemment la vie du couple. À l'aube du procès, dans le bureau de Randall Schwerdorfer, ils peaufinent leurs arguments. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment Jonathan Daval soit appréhendé dans sa plus grande authenticité et que ce couple soit approché de la façon la plus juste sur ce qu'il était réellement dans sa construction, dès le départ, dans son mode de fonctionnement et dans sa situation de crise. Oui, une femme peut être castratrice. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Non, visiblement. Ben moi, je pense que oui. J'ai pu dire sur des éléments que j'avais qu'effectivement, Alexia avait une personnalité qui était de nature à écraser Jonathan. Mais je n'ai jamais dit qu'Alexia exerçait des violences sur son mari, qu'elle le battait, que c'était un homme battu. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Je pense que ce dossier est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe que le résumé à cela. Jonathan s'exprimera sur ce qu'il vivait, ça va être au centre des débats. Les jurés pourront se faire leur idée précise de qui est Jonathan Daval, qui est Alexia, les conditions de passage à l'acte. Est-ce que c'est un homicide volontaire? Est-ce que ce sont des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner? Il y a deux qualifications possibles. C'est les jurés qui apprécieront. La mère de Jonathan, elle, a du mal à imaginer que son fils ait pu planifier le meurtre de son épouse. Jonathan parle d'un accident. Pour eux, c'est pas un accident. Ben oui, je le sais, je l'ai entendu. Qu'est-ce que vous répondez? Ben, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est pas moi qui le sais. Je peux pas répondre à ça. Moi, je ne sais rien de tout ça, donc je peux pas répondre à ça. Martine maintient que rien ne prouve que son fils ait fait ingurgiter des médicaments à Alexia à son insu. Elle prenait des médicaments pour avoir un bébé. Elle prenait d'autres médicaments quand elle n'était pas bien. Quel genre de médicaments? Ah ben ça, je sais pas du tout par contre. Des somnifères? J'en ai aucune idée. Des anxiolytiques? Je sais pas, moi je sais pas du tout. Je peux pas vous dire ce qu'elle prenait comme médicament. Tout ça, c'est pour le procès, ça. Il pense que Jonathan a prémédité ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé, donc on peut pas parler de rien du tout. Quand la famille d'Alexia soutient que c'est Jonathan qui lui faisait boire des médicaments à son insu. Je peux rien vous dire non plus là-dessus. Je vois pas comment on peut faire boire quelque chose à Alexia à son insu, parce qu'Alexia, elle n'est pas... Non, elle n'est pas comme ça, Alexia. Ça ne laissera pas boire quelque chose qu'elle ne sait pas. À quelques jours du procès,
Les parents d'Alexia font un dernier point téléphonique avec leur avocat. Bonjour maître Gilles-Jean Portejoie. Ils sont impatients d'entendre à nouveau Jonathan Daval et espèrent enfin connaître toute la vérité. Moi, la question qui reste en suspens, c'est le pourquoi. J'espère qu'il vous donnera une réponse qui vous satisfera. C'est ça le problème. Si Jonathan Daval est condamné pour meurtre sur conjoint sans préméditation, il risque une peine maximale de 30 ans de prison. Si la préméditation est retenue par les jurés, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.